La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Paulette Ezeuwu Badjo, et le président du Conseil national de la presse, Raphaël Lakwe, ont remis hier vendredi leur rapport annuel au président de la République, Alassane Ouattara. Abidjan accueille un forum régional d'échange des cadres du secteur financier de l'UEMOA sur la lutte contre le fléau de la délinquance financière. On en parle dans cette édition. Une nouvelle tempête au-dessus de la tête de Joseph Blatter. Une procédure pénale pour gestion déloyale et abus de confiance vient d'être officiellement ouverte contre le président de la FIFA par le procureur général de Suisse. Et suite à la bousculade meurtrière survenue le jeudi à Mina en Arabie Saoudite à l'occasion du pèlerinage musulman, la Côte d'Ivoire a malheureusement perdu 14 pèlerins. Nous aurons un invité dans cette édition. Il s'agit du directeur général des cultes, M. Bamba Messamba. M. Bamba, merci d'avoir accepté notre invitation et tout à l'heure nous allons en parler justement de ce drame. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par ce communiqué suite à la bousculade meurtrière survenue le jeudi 14 septembre 2015 à Mina en Arabie Saoudite à l'occasion du pèlerinage musulman et en fait 717 morts et 815 blessés. Le gouvernement ivoirien a le regret d'annoncer qu'à ce jour le bilan fait état de 14 morts dans les rangs des pèlerins ivoiriens. Une mission est en cours pour déterminer avec exactitude le nombre et l'identité des victimes ivoiriennes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles endeuillées et les assure de son soutien en cette douloureuse circonstance. Une cellule de veille a été mise en place et est en contact avec les familles des victimes. Les représentants du gouvernement ivoirien sont sur place en Arabie Saoudite pour suivre cette situation et prendre toutes les mesures qui s'imposent. Les numéros suivants sont ouverts au public pour plus d'informations. 79 20 69 62 67 81 21 14 02 30 59 43 56 37 87 20. Nous y reviendrons. En attendant, parlons des activités du président de la République. Le Fonds monétaire international félicite la Côte d'Ivoire pour les nombreux progrès réalisés au plan économique. La délégation du Fonds monétaire international en mission en Côte d'Ivoire a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Et cette mission du FMI intervient dans le cadre de la 8e et dernière revue du programme de facilité élargie. Viviane Aïmer. Le FMI décerne un bon point au gouvernement ivoirien et en premier lieu au président de la République Alassane Ouattara pour avoir passé avec succès toutes les étapes du programme de facilité élargie de crédit. À la tête de la mission d'experts du FMI pour la 8e et dernière revue, Michel Lazare a clairement déclaré sa satisfaction devant les résultats observés. Donc notre programme économique financier soutenu par une facilité élargie de crédit se termine à la fin de l'année 2015, ce qui nous a donné l'occasion de faire un petit bilan de ce qui avait pu être fait entre l'approbation de ce programme en novembre 2011 et la fin de l'année 2015. Et ce que nous avons pu constater, c'est que le programme est un succès. Les objectifs du programme ont été atteints. La situation macroéconomique a été consolidée durant la période du programme. On voit également que des réformes structurelles importantes ont été menées tout au long de la durée du programme. Et cela se traduit par des résultats qui sont devenus tangibles pour la population. On voit par exemple des emplois qui ont été créés, on voit des entreprises qui ont été créées en nombre important, on voit par exemple que ça a permis de débloquer les salaires des fonctionnaires, que ça a permis aussi d'augmenter le salaire minimum. On voit de façon très visible des infrastructures, qu'il s'agisse de ponts, de routes, d'autoroutes qui ont pu être construits. Et surtout, on voit aussi une forte amélioration de la fourniture de services sociaux, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou plus récemment la création de la couverture médicale universelle. Donc au total, comme on dit en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si la croissance se mange, mais moi je la vois. Elle a des résultats tangibles et visibles, donc c'est tant mieux pour la population. Je voudrais vous rappeler que le directeur général du fonds
Madame Lagarde, dans son discours devant l'Assemblée nationale en janvier 2013, a appelé ses vœux un deuxième miracle économique ivoirien. Et le constat que nous faisons à l'issue un peu de ce premier programme 2011-2015, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et donc, on peut toujours appeler de nos vœux un deuxième miracle ivoirien. Passage avec brio pour le gouvernement, le quinquennat 2016-2020 s'annonce sous des perspectives des plus heureuses pour la Côte d'Ivoire. Et restons avec Viviane Aïmé au palais présidentiel où le président de la République Alassane Ouattara a reçu le rapport de l'évaluation environnementale post-conflit en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement, auteur de ce rapport, a aussi remis au chef de l'État le document officiel comportant la contribution de la Côte d'Ivoire à la COP21 qui aura lieu en décembre prochain en France. C'est avec une grande fierté que le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présenté au président de la République ce vendredi matin les résultats de 2 importants travaux au bénéfice de la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire, réalisés par son département ministériel sous sa conduite. Un de ces travaux a consisté en l'élaboration d'une politique et d'une stratégie de développement national qui prend en compte la lutte contre les gaz à effet de serre, cause des perturbations climatiques. Ce travail, consigné en un document que le ministre Alakwadio Remi a remis officiellement au président de la République Alassane Ouattara, est la contribution de la Côte d'Ivoire à la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris. Tous les pays du monde doivent présenter leur contribution. La Côte d'Ivoire est le 9e pays en Afrique à présenter sa contribution. L'autre importante réalisation que le ministre Alakwadio Remi a présentée au président de la République est le résultat d'une évaluation de l'état de l'environnement national au sortir de 10 années de crise sociopolitique. Le gouvernement ivoirien a sollicité le programme des Nations Unies pour l'environnement afin qu'il réalise cette évaluation, ce qui a été obtenu. Les résultats de cette évaluation consignés dans un rapport qui a été remis au président de la République par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Présentant ces 2 grands projets conduits avec succès par son département ministériel, le ministre Alakwadio Remi a souligné le grand intérêt accordé par le président de la République à la préservation de l'environnement national. Excellence pour le président de la République, la crise sociopolitique de 2002 à 2011 a favorisé les agressions contre l'environnement en Côte d'Ivoire. La faune, la flore, les eaux continentales et la mer ont souffert. Le déversement des déchets toxiques à Abidjan en août 2006 en est la parfaite illustration. Vous avez donc donné instruction que le gouvernement fasse l'état des lieux et des propositions. C'est donc ainsi qu'en août 2011, une requête a été envoyée au PNUE qui a répondu favorablement. Et puis, comme pour bien démontrer l'engagement national, le ministre a mis en avant la synergie qui a permis d'élaborer un plan national de lutte contre les gaz à effet de serre. Le caractère participatif s'est traduit par l'implication des 18 départements ministériels, des représentants de plus de 80 structures techniques de l'État, du secteur privé, des organisations de la société civile, du monde universitaire et de la recherche, ainsi que les acteurs de la communication et des médias. À son tour, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a assuré que l'évaluation environnementale post-conflit de la Côte d'Ivoire, réalisée par les Nations Unies, permettra de mobiliser des ressources financières pour appuyer le gouvernement dans sa politique de préservation de l'environnement national. Nous pouvons vous assurer ici que toutes les recommandations faites dans le cadre du rapport auront forcément un retour sur investissement à moyen terme en ce qui concerne la restauration des parcs nationaux pour promouvoir le tourisme, la réhabilitation de la lagune ébriée pour stimuler une série d'activités socio-économiques et la création d'emplois si la Côte d'Ivoire décide de lancer une campagne de plantation d'1 milliard d'arbres. En réponse, le président de la République a félicité la réalisation de ces 2 importants travaux concernant l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre les gaz à effet de serre.
Le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire bénéficie, elle aussi, du fonds vert doté de 100 milliards de francs qui sera mis en place par les Nations Unies. La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays d'Afrique, subit déjà les effets négatifs des changements climatiques avec l'érosion côtière, les pluies diluviennes de plus en plus intenses et fréquentes, quelquefois entraînant mort d'hommes malheureusement, le décalage des saisons avec des conséquences dramatiques dans le secteur agricole également. C'est pour toutes ces raisons que la Côte d'Ivoire place un grand espoir dans les négociations de la conférence de Paris en décembre 2015. Nous espérons qu'elles déboucheront sur un accord pour contenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés centigrades d'ici 2050. Plusieurs initiatives d'ordre législatif, institutionnel et pragmatique sont en train d'être prises au plan national pour lutter contre les changements climatiques. Notre pays est disposé à contribuer aux efforts en cours au niveau mondial pour réduire les émissions à effet de serre. Ceci se fera à travers notamment des programmes de reboisement, une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et des initiatives de recyclage et de valorisation efficiente des déchets. Je voudrais toutefois rappeler que la contribution des pays en développement dans la réduction de gaz à effet de serre ne devra pas se faire au détriment de la croissance économique et du développement social. Pour les pays en développement, la contribution à la réduction des gaz à effet de serre, sans compromettre la croissance économique et le développement, va nécessiter des financements importants à travers le Fonds vert, des transferts de technologies appropriés et un renforcement de capacités techniques. L'Union africaine a estimé que le Fonds vert devrait être doté d'une contribution de 100 milliards de dollars ou d'euros par an. S'agissant du rapport environnemental, le président de la République a promis que le gouvernement étudiera les différents projets qui y sont contenus. La cérémonie a pris fin. Le président de la République a visité une exposition photo des différents sites environnementaux en Côte d'Ivoire. Autre information, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Paulette Eozou Badjo, et le président du Conseil national de la presse, Raphaël Akpé, ont remis hier vendredi leur rapport annuel au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a félicité les membres de la CNDHECI et du CNP pour le travail abattu. 2 géants internationaux ouvrent une nouvelle brasserie en Côte d'Ivoire. Le groupe CFAO et Heineken installent une unité de production de bière. Coût du projet est 100 milliards de francs CFA. L'usine sera implantée dans la nouvelle zone industrielle PK24 dans la périphérie d'Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a posé la première pierre de cette brasserie. Abidjan accueille un forum régional d'échange des cadres du secteur financier de l'UEMOA sur la lutte contre le fléau de la délinquance financière. La rencontre va permettre de mettre en place un forum d'échange des acteurs de la lutte contre le blanchiment d'argent, des capitaux et du financement du terrorisme. Arma Boui, Victorine Yaoyoboué. Il se tient à Abidjan le dialogue régional du secteur financier de l'UEMOA sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À l'initiative du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. Le présent forum constitue un cadre propice de réflexion, d'analyse prospective et de partage d'expériences sur l'importance de l'approche préventive dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour l'État ivoirien, la réunion d'Abidjan est surtout attendue pour évaluer les actions déjà menées avant la grande rencontre de 2016. Vos travaux contribueront à déterminer les meilleurs mécanismes et des recommandations pertinentes qui permettront aux États de l'UEMOA de répondre dans les meilleures conditions
aux exigences du second cycle d'évaluation mutuelle prévu pour démarrer dans le courant du second semestre 2016. Les travaux se déroulent en 4 sessions dans l'espoir de la mise sur pied d'une plateforme d'échange du secteur financier de l'UEMOA sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les institutions et organisations professionnelles du secteur financier de l'UEMOA sont donc à pied d'œuvre pour éviter le détournement des ressources financières à des fins criminelles. Nous recevons maintenant le directeur général des cultes, M. Bamba Messamba. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler du décès de 14 pèlerins ivoiriens à la Mecque. Et suite justement à la bousculade meurtrière survenue le jeudi à Mina en Arabie Saoudite à l'occasion du pèlerinage musulman, la Côte d'Ivoire a malheureusement perdu 14 pèlerins. C'est vrai, les enquêtes sont en cours selon les autorités saoudiennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de ce drame? Bien. Il faut dire que nous avons appris le jeudi 24, comme tous les Ivoiriens, cette triste nouvelle venant donc d'Arabie Saoudite. Et à ce jour, nous ne pouvons, puisque vous venez de le dire, les autorités saoudiennes ont décidé donc d'entreprendre une enquête qui va donc situer les circonstances dans lesquelles réellement cette bousculade est intervenue. Mais à ce que nous sachons, ce qui est rapporté, oui, jusqu'à ce jour, il faut dire que nous confirmons les 14 morts, et ces morts ont été produits sur le parcours de la lapidation des stèles de Satan. Et c'est quand même 4 millions de personnes, à peu près chaque année, qui se retrouvent sur ce lieu saint. Et le parcours, c'est par plusieurs couloirs que les pèlerins donc, vont à la lapidation. Ceux qui vont passent par certains couloirs et ceux qui en reviennent passent par d'autres couloirs. Pour l'heure, nous ne pouvons dire les circonstances, mais il revient que c'est deux masses de foule qui se sont rencontrées, donc créant cette bousculade immense et qui a donc fait 715 morts, comme vous l'avez appris, et 805 blessés. 717, dont pour l'heure... Oui. Donc, 717, très exactement, et 805 blessés. Et pour l'heure, nous dénombrons 14 morts dans les rangs des pèlerins ivoiriens. Ça, c'est de source de nos représentations diplomatiques. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Royaume d'Arabie Saoudite, le consul général, le commissariat du Hajj, le comité de surveillance, toutes ces personnalités sont à pied d'œuvre pour recouper les informations, faire les recherches, et au fur et à mesure que les informations nous sont données, nous allons donc les mettre à la disposition des parents, des pèlerins et de la communauté nationale. Il faut aussi dire que dès l'annonce de cette information, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a pris les dispositions pour que les informations parviennent donc aux parents dans les meilleures conditions. Alors, monsieur le directeur, permettez, est-ce que vous avez l'identité des 14 pèlerins qui sont décédés? Oui, avant d'arriver à l'identité des 14 pèlerins, je souhaiterais dire qu'il y a donc un comité de veille qui a été mis en place à la Direction générale des cultes et un autre comité de veille donc, en Arabie Saoudite. Donc ce sont ces deux comités de veille qui travaillent en étroite collaboration afin d'apporter tout l'éclairage à nos compatriotes. Le comité de veille qui travaille en ce moment à la Direction générale des cultes est composé, outre le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant, le ministère des Transports, le ministère de la Communication, la Direction de la Surveillance du Territoire, la Direction de l'Informatique et des Traces Technologiques, la Direction des Renseignements Généraux, la Police nationale, l'Office national de protection civile, les imams et guides religieux et les opérateurs privés du Hajj. Tout ceci est fait pour que, en tout cas, les informations, on ne peut pas les donner en direct sur le plateau. Donc, pour répondre à votre question, nous avons effectivement l'identité des 14 personnes, mais les dispositions sont prises
au niveau donc du comité de veille. Les imams sont en ce moment même en train d'appeler les familles pour leur annoncer la nouvelle vraiment dans la décence et dans le respect de la tradition africaine. Alors que doivent faire ces familles justement? Qu'est-ce que les imams disent aux familles qui se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont perdu des pèlerins en Arabie Saoudite? Nous avons justement choisi les imams parce que c'est des personnalités religieuses habituées à ce genre de rencontres, donc qui sauront choisir les mots pour donc annoncer de sorte à ne pas que les familles s'affolent outre mesure. Et nous profitons de l'occasion pour appeler en tout cas tous ceux qui ont des parents en Arabie Saoudite de rester sereins. Ce n'est pas évident enfin de rester serein dans ce genre de circonstances, mais nous avons des numéros qui sont ouverts. Oui, les numéros, je vais le rappeler et puis vous allez compléter s'il vous plaît. Rapidement. Il s'agit du 79 20 69 62 67 81 21 14 02 30 59 43 56 37 87 20. Et il y a des numéros verts qui sont disponibles, qui s'affichent sur le petit écran. Vous pouvez compléter ces numéros. Il y a donc le 22 48 97 89. Donc ces numéros sont à la disposition de tous les parents des pèlerins. Ils peuvent appeler 24 heures sur 24. Ils trouveront des personnes pour répondre à leurs préoccupations. Alors très rapidement, Monsieur le Directeur Général, alors, quel conseil donner aux prochains pèlerins pour éviter ce genre de drame quand on va à la Mecque? Voyez-vous, comme le dirait le sage, chaque hajj, chaque pèlerinage a ses surprises. Les autorités saoudiennes font le mieux qu'ils peuvent pour sécuriser l'organisation du hajj. Mais lorsque vous recevez 4 millions de personnes sur un même espace au même moment, il est bien évident que des incidents peuvent survenir à tout moment. Je pense que nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises au niveau du commissariat, du comité de surveillance, en tout cas par les autorités étatiques. Au niveau de l'Arabie Saoudite, nous sommes en contact avec l'ambassade. Des dispositions aussi sont en train d'être prises pour corriger ce qui est arrivé. Ce n'est peut-être pas la première fois, mais il y a beaucoup d'évolutions dans l'organisation du Hajj. C'est une situation malheureuse et je pense que des correctifs seront trouvés. Il faut demander à nos parents pèlerins de suivre tout simplement les consignes pour éviter ces drames. Absolument. Justement. Absolument. Monsieur Decker. Oui, allez-y rapidement. Je voudrais juste rapidement, pour finir rappeler que cette année, l'État de Côte d'Ivoire a convoyé en tout 5 282 pèlerins à la Mecque. Et donc, à ce jour, en l'état actuel des choses, il est fait état de 14 morts, de 13 blessés et de 77 disparus. Hélas, malheureusement. Hélas, mais des efforts sont en cours pour essayer de retrouver surtout ces disparus. Et au fur et à mesure que cela va se faire, la nation sera informée. Très bien. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous donner tous ces détails. Et nous revenons sur la célébration de la Tabaski en Côte d'Ivoire. C'était jeudi dernier. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour la grande prière. Des messages de paix ont été délivrés pour la circonstance. À Divo, les fidèles musulmans ont choisi la cour de la mairie pour la commémoration des 2 rakats de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. L'imam Makani Aboubakar a saisi l'occasion pour exhorter la communauté musulmane à la culture de paix et de cohésion sociale. Il les a invités à suivre l'exemple du prophète Abraham qui a décidé d'immoler son fils unique en signe de soumission à Allah. Le préfet de région et les cadres ont aussi invité les musulmans à demeurer dans la prière pour les élections apaisées en octobre prochain. À Danané, la fête du sacrifice du mouton a été célébrée. L'imam de la grande mosquée a demandé aux fidèles de prôner la paix et surtout l'esprit de partage. Il a souhaité que la cohésion sociale règne entre les populations pour le développement de la région du Tonkbi. Il a prié également pour les élections apaisées le 25 octobre prochain. L'association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire, section Yopougon-Sable, s'est retrouvée ce jeudi 24 septembre 2015 pour la salate de l'Aïd el-Kébir à la grande place du dit quartier. L'imam Samassi, dans son sermon, est revenu sur les principes qui fondent cette fête, la commémoration du sacrifice du prophète Abraham. Il a terminé en exhortant les fidèles et les autorités à la paix et à la cohésion sociale pour des élections apaisées.
À la mosquée El Hadj Chaki Mamadou Camara de Koumassi-Ramblin, la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire étaient au centre de la prière des fidèles musulmans ce jeudi 24 septembre, jour de la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Les imams Zaré et Mohamed Kamara ont invité les fidèles à être des modèles du prophète Abraham, dont l'identité est la soumission à Allah, en acceptant d'immoler son fils unique. Ils ont tous deux exhorté la communauté musulmane à l'union et à la tolérance pour éviter une nouvelle crise politique au soir du 25 octobre prochain. Au quartier Djamourou de Bouaké, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition de la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Ils étaient nombreux à prendre part à cette célébration qui commémore le sacrifice d'Abraham. Dans son prêche, l'imam Konaté est revenu sur les différentes étapes du pèlerinage à la Mecque et les bienfaits qui y sont rattachés. Il a exhorté les fidèles musulmans à la pratique du 5e pilier de l'islam. Immolation du bélier destiné au partage communautaire en ce jour saint de l'Aïd el-Kébir, une façon pour l'imam Ben Massa Diabaté Moussa de la mosquée de la place Capitole de Bouaké d'inculquer aux musulmans le partage, ce geste d'Abraham, vecteur selon lui d'entente, d'acceptation mutuelle et de paix. Ces trois messages auront constitué la trame du sermon du guide religieux pour demander aux Ivoiriens de naître de nouveau pour une Côte d'Ivoire de paix sur la base d'élections prochaines sans heurts. Kong, la cité historique en pleine célébration de l'Aïd el-Kébir avec la prière dirigée par l'imam El Hadj Bafitigi Konaté. Après les 2 rakats tels que recommandés par le Saint-Coran, le sermon va englober des messages de paix, de tolérance et de partage, toutes choses nécessaires pour mériter le paradis après le passage sur terre. Un message soutenu par le corps préfectoral venu assister à la prière. Tous sont allés également dans le sens d'une période électorale apaisée avec des résultats acceptés par tous. Place publique de Toumoudi, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir qui commémore le sacrifice d'Abraham à son Seigneur. Sacrifice pour exprimer sa foi et sa dévotion à Allah. Après les 2 rakats, l'imam de la mosquée centrale, Mamadou Diakité, a invité ses coreligionnaires à se tourner vers Allah pour l'accomplissement de leurs actions. Occasion pour le guide religieux de sensibiliser les fidèles pour des élections apaisées. Les autorités administratives et politiques de Toumoudi ont marqué leur présence à cette fête, notamment le préfet du département Koulibaly Gando. Il a exhorté les musulmans à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. La cérémonie a pris fin par l'immolation par l'imam d'un bélier, signe de la commémoration de l'acte de foi d'Abraham envers son Seigneur. Ambayakro s'est paré de leur plus beau boubou que les disciples de Mahomet ont prié en ce jour de la Tabaski. L'officiant du jour, l'imam Djakari Djakone, a, après la prière, invité les fidèles musulmans à mériter les bienfaits de l'islam à travers un comportement exemplaire. L'homme de Dieu est revenu sur tout le sens du sacrifice d'Abraham, un exemple à imiter. Comme partout ailleurs, les autorités administratives et les élus ont apporté leur soutien à la célébration. Terminons avec cette information. Nouvelle tempête au-dessus de la tête de Josette Blatter. Une procédure pénale pour gestion déloyale et abus de confiance vient d'être officiellement ouverte contre le président de la FIFA par le procureur général de Suisse. Il est soupçonné d'avoir effectué un paiement déloyal de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini, actuel président de l'UEFA. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.